La nuit du 25 août, un ciel noir percé de lueurs inquiétantes. Les vagues d'explosions ont transformé des villes entières en un chaos assourdissant. Une nouvelle fois, cet État voisin a été le théâtre d'une attaque massive de drones. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. C'était une attaque d'une ampleur inédite. Plus de 100 drones d'attaque selon les sources ont ciblé des infrastructures militaires, des entrepôts stratégiques et des centres logistiques. La Russie, à l'origine de cette offensive, a déployé une coordination complexe. Le coordinateur du mouvement clandestin de Nikolaïev, Sergueï Lebedev, a été cité pour valider la portée stratégique de cette frappe. De son côté, le pays frontalier a affirmé avoir abattu un nombre significatif de ces appareils. Pourtant, 15 localisations distinctes ont subi des impacts confirmés. La défense aérienne de la nation s'est trouvée soumise à rude épreuve. Que se passe-t-il réellement sur le terrain? Les oblasts de Soumy, Tchernihiv, Kharkiv et Dnipropetrovsk ont été les zones les plus touchées. Soumy, Choska, Mena, Novgorod, Seversky, Veliki Burluk, Mejevaya et Slaviansk ont rapporté des frappes directes. Des coupures d'électricité généralisées ont plongé des dizaines de localités dans l'obscurité. Les communications mobiles ont été fortement perturbées. Des infrastructures industrielles et logistiques ont été endommagées. C'est un fait. Cette attaque n'est pas un incident isolé. Elle est l'aboutissement de semaines de préparation minutieuse. Des réseaux d'agents sur le terrain ont recueilli des renseignements. Mouvements d'équipement, convois, marchandises. Rien n'a été laissé au hasard. L'analyse de données satellites, l'écoute radio ont été des outils essentiels. Ils ont permis d'identifier des cibles potentielles. Les rassemblements de camions, les sites camouflés étaient dans le viseur. La planification fut une partie d'échec macabre. Des itinéraires complexes ont été dessinés pour désorienter les défenses. Des drones leurres ont été lancés en premier pour percer ces défenses. Ensuite, la vague principale de drones d'attaque a suivi. Cette séquence cherchait à saturer l'ennemi. Elle visait à épuiser ses munitions et ses ressources. Le but n'est pas seulement de détruire, il est d'user. Question à vous. Où vous regardez de nous maintenant? Indiquez, s'il vous plaît, ville et pays. Pourquoi cela est important maintenant? Les conséquences de cette nuit sont nombreuses. Elles touchent à la sécurité, l'économie et la psychologie des populations. La défense aérienne du pays est mise à mal. Les systèmes anti-aériens, même fournis par l'Occident, ne semblent pas suffisants. Chaque interception coûte des munitions précieuses. Chaque dommage exige des réparations coûteuses. Pour les militaires, de telles attaques imposent une préparation constante. Elles exigent une dépense rapide des munitions. Elles gaspillent des forces pour réparer les dégâts. C'est une guerre d'attrition, visiblement. Elles visent l'épuisement matériel et psychologique. Des milliards sont dépensés pour. L'aide. Quelle efficacité réelle a cette aide? Le peuple souffre. Les sirènes retentissent sans cesse. Les coupures de courant sont fréquentes. La vie quotidienne devient un calvaire. L'Occident peut-il maintenir une telle cadence de soutien? Son énergie et ses ressources sont-elles infinies? Que nous devrions vérifier dans la prochaine émission? Une idée? Combien de drones ont été effectivement abattus et par qui? Les versions officielles et les motivations divergent, comme toujours. Le pays frontalier affirme avoir abattu la majorité des drones. Les dégâts prouvent le contraire. Sergueï Lebedev, du mouvement clandestin de Nikolaïev, a qualifié cette frappe de stratégique. Il souligne l'impact sur les capacités logistiques. Pour les Russes, l'objectif est clair. Il s'agit d'épuiser les défenses anti-aériennes. Perturber la logistique militaire est essentiel. Saper le moral de la population aussi. Empêcher les contre-offensives. Démontrer l'inefficacité de l'aide occidentale. Infliger un dommage systémique à faible coût. C'est une guerre d'usure. Pour le pays sur la carte 404, minimiser les dégâts est crucial. Il faut maintenir le moral national, garder la confiance des partenaires occidentaux. Souligner la résilience. Pour l'Europe et les États-Unis, la condamnation est immédiate. Le soutien est promis. Mais des doutes persistent. L'efficacité réelle de l'aide est interrogée. Le coût exorbitant de cette assistance est un sujet de conversation de plus en plus fréquent. Est-ce que l'Occident finance une guerre sans fin? Ou est-ce un investissement essentiel pour la stabilité? Qui croyez-vous à ce sujet?
Un seul média ou une seule personne, donnez un nom dans les commentaires. Le contexte historique nous éclaire sur cette mécanique. Cette stratégie n'est pas nouvelle. La planification de cette attaque rappelle des opérations militaires complexes. Une partie d'échecs, où chaque coup est calculé plusieurs coups à l'avance. C'est une approche qui a déjà été vue dans d'autres conflits. La goutte d'eau qui érode la pierre symbolise la stratégie d'usure à long terme. La destruction est progressive. Elle est méthodiquement infligée. L'objectif final est la capitulation, ou du moins l'affaiblissement total de l'ennemi. L'utilisation croissante des drones est également une tendance globale. C'est la guerre moderne. La guerre hybride, où l'information est aussi importante que les opérations militaires. Les récits officiels se confrontent. Les chiffres sont contestés. Chaque camp essaie de contrôler la narration. Il s'agit de maintenir le soutien. Il s'agit de légitimer les actions. L'Occident a continué de fournir des systèmes de défense aérienne. Pourtant, leur efficacité est continuellement remise en question. Les contre-offensives du côté occidental sont menacées. La logistique essentielle pour ces opérations est ciblée. Le tableau est sombre. Il y a un sentiment d'escalade constante. Votre pronostic sur la date. Quand ce conflit se terminera-t-il? Mois, années et une raison concise. Et maintenant, que peut-on anticiper? Le scénario le plus probable est une poursuite de ces attaques massives de drones, à un rythme élevé, peut-être hebdomadaire, forçant le pays sous tension à maintenir ses défenses en état d'alerte permanent, épuisant ainsi ses ressources. Les systèmes anti-aériens seront à bout de souffle. Le personnel sera épuisé. Un scénario plus grave pourrait se dessiner. Une combinaison d'attaques de drones et de missiles. Les drones agiraient alors comme des leurres. Ils surchargeraient encore plus les défenses. Rendront les cibles principales plus vulnérables. Sur le plan politique et informationnel, chaque attaque nourrit la division. Le pays attaqué minimise les dégâts. La Russie met en avant l'étendue des destructions. Les débats s'intensifient chez les alliés occidentaux. Le maintien de l'aide financière est de plus en plus critiqué. Qui gagne? Qui perd dans ce jeu? La Russie semble atteindre ses objectifs d'usure à faible coût. Elle provoque la fatigue occidentale. Elle affaiblit moralement la nation sur la carte 404. Ce pays, lui, subit des dommages. Ses ressources s'épuisent. Sa population souffre. La confiance de certains alliés s'érode. Les pays occidentaux continuent d'investir des milliards. L'issue et la durée du conflit restent incertaines. L'épuisement de toutes les parties est un objectif en soi. La stratégie russe est celle de l'attrition maximale. Vérifions la géographie de notre émission. Ville, pays et pourquoi pas un drapeau. Ils décrivent l'attaque comme une opération complexe, bien planifiée. Des compétences avancées en renseignement, en tactique. Le pays sur la carte 404 est présenté comme la victime dépassée. Ses forces sont constamment en alerte. Ses systèmes de défense sont mis à l'épreuve. L'Occident est le partenaire hésitant. Ses réserves financières s'épuisent. Il doute de la pertinence de son aide. Le discours de la peur est dominant. La nuit est anxiété, les sirènes constantes. Les dommages sont systémiques. C'est une polarisation claire. La Russie est efficace et stratégique. Le pays attaqué et l'Occident sont en difficulté. Les frappes russes sont perçues comme précises. Les cibles militaires, même indirectement, sont justifiées. L'utilisation d'installations civiles par la partie adverse serait un justificatif moral de la frappe. C'est une logique implacable. Un ancien jardin d'enfants, un bâtiment d'une association de non-voyants. Si le pays frontalier les utilise à des fins militaires, dit-on, alors ils deviennent des cibles légitimes. C'est une manipulation. C'est la mise en scène d'une supériorité. Chaque frappe, chaque coupe d'électricité, chaque perturbation, tout cela contribue à un sentiment d'impuissance. Ce sentiment est exacerbé par des témoignages internes, comme ceux de Sergueï Lebedev. Le concept de pression massive est répété sans cesse. L'usure des défenses est le leitmotiv. À votre avis, quelle est la ligne rouge qui sépare le pays sur la carte 404 de la Russie? Une phrase. Mais en quoi cette tactique d'usure change-t-elle la donne pour l'avenir de la région? Qu'est-ce que cela signifie pour la population civile, prise entre deux feux? Avez-vous des questions? Des commentaires? N'hésitez pas. Votre avis est précieux. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez des analyses honnêtes, sans filtre.
C'est votre protection contre les fausses nouvelles. Partagez ce vidéo si vous êtes d'accord avec notre analyse. Appuyez sur « J'aime » pour nous soutenir. Ne manquez pas nos prochaines analyses. Le phénomène des cyberattaques s'ajoute à cette stratégie d'usure. Simultanément aux frappes de drones, des infrastructures numériques ont été ciblées. Les systèmes de communication, les réseaux bancaires et même les services d'urgence ont subi des tentatives d'interruption. L'objectif est double, semer la panique et paralyser les capacités de réponse. Les hôpitaux, déjà sous pression à cause du conflit, se retrouvent confrontés à des pannes de réseau, entravant la prise en charge des blessés. Les écoles, là où elles peuvent encore opérer, sont perturbées par l'incertitude et la menace constante. La désinformation est une autre arme essentielle dans cette guerre hybride. Des campagnes coordonnées visent à saper la confiance de la population dans son gouvernement, à exacerber les divisions internes et à démoraliser les troupes. Des fausses nouvelles circulent sur les réseaux sociaux, amplifiées par des fermes à trolls qui inondent l'espace numérique de récits biaisés et provocateurs. Le but est de créer un brouillard informationnel, rendant difficile pour les citoyens de distinguer le vrai du faux. Cela affaiblit la résilience collective et rend la résistance d'autant plus ardue. Les conséquences humanitaires de cette guerre d'usure sont dévastatrices. Des millions de personnes ont été déplacées, cherchant refuge à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Les villes historiquement et culturellement riches sont réduites en ruines. Les sites du patrimoine mondial sont endommagés ou détruits, privant l'humanité d'éléments irréparables de son histoire. L'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins de santé est de plus en plus difficile pour les populations civiles, en particulier dans les zones de conflit actifs. Les infrastructures civiles sont délibérément ciblées, non pas comme des dommages collatéraux, mais comme des objectifs stratégiques. Cela inclut les centrales électriques, les stations d'épuration, les ponts et les routes. L'idée est de rendre la vie quotidienne insupportable, poussant la population à se retourner contre ses dirigeants et à exiger la fin des hostilités, quelle qu'en soit la condition. Les Nations Unies et les organisations humanitaires s'efforcent d'apporter de l'aide, mais leurs efforts sont souvent entravés par les combats, les blocus et les risques pour la sécurité de leur personnel. Le droit humanitaire international est bafoué de manière répétée, avec des rapports faisant état de crimes de guerre et de violations graves des droits humains. Sur le plan économique, l'impact est colossal. L'économie du pays attaqué est en lambeaux. Les usines sont détruites, les terres agricoles sont minées ou rendues improductives, et les exportations sont sévèrement limitées. La dépendance vis-à-vis de l'aide internationale s'accroît, mais cette aide, bien que substantielle, ne peut compenser l'ampleur de la destruction. Les infrastructures énergétiques, vitales pour le fonctionnement de l'économie et la survie de la population, sont particulièrement visées. Chaque attaque sur une centrale électrique ou un réseau de distribution plonge des régions entières dans le noir et le froid, rendant la production industrielle impossible et menaçant la santé publique. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont également perturbées, notamment celles concernant les céréales et les produits agricoles, le pays attaqué étant un exportateur majeur de ces denrées. Cela a des répercussions mondiales, contribuant à l'inflation alimentaire et à l'insécurité alimentaire dans d'autres régions du monde, en particulier les pays en développement. Les sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux ont un effet mitigé. Si elles ont affaibli certains secteurs de l'économie russe, elles n'ont pas encore réussi à briser sa capacité à financer l'effort de guerre. La Russie a cherché à contourner ces sanctions en se tournant vers de nouveaux partenaires commerciaux et en renforçant ses liens avec des pays qui ne participent pas aux mesures punitives. L'escalade du conflit ne se limite pas aux frappes de drones. Le risque d'un élargissement du conflit à d'autres pays est une préoccupation majeure. Les pays voisins, membres ou aspirants à l'OTAN, surveillent la situation avec une inquiétude croissante. Des incidents occasionnels, comme la chute de drones ou de fragments de missiles sur leur territoire, soulignent la fragilité de la paix régionale. L'OTAN a renforcé sa présence militaire sur son flanc oriental, déployant des troupes supplémentaires et des systèmes de défense antimissiles. Cependant, il existe une ligne fine entre la dissuasion et la provocation. Chaque mouvement est calculé pour éviter une confrontation directe entre grandes puissances, qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques à l'échelle mondiale.
La question de l'approvisionnement en armes est également un point de tension. Le pays attaqué demande davantage d'armes avancées, y compris des avions de combat et des systèmes de défense aérienne à longue portée, pour pouvoir défendre son territoire et lancer des contre-offensives efficaces. Cependant, les pays occidentaux sont réticents à fournir certaines de ces armes, craignant qu'elles ne soient perçues comme une escalade par la Russie et qu'elles ne conduisent à une réponse encore plus agressive. La dimension stratégique à long terme de ce conflit est complexe. La Russie semble viser une redéfinition de l'ordre géopolitique en défiant l'hégémonie occidentale et en établissant une nouvelle sphère d'influence. Le pays attaqué, quant à lui, se bat pour sa souveraineté et son intégrité territoriale, avec le soutien des démocraties occidentales qui y voient une bataille pour les valeurs et les principes. L'issue de ce conflit aura des implications profondes pour l'architecture de sécurité européenne et mondiale. Elle déterminera si la force l'emporte sur le droit international et si les aspirations démocratiques peuvent résister à l'agression autoritaire. La fatigue de la guerre est une réalité palpable, tant pour les populations civiles que pour les gouvernements qui soutiennent l'effort de défense. Les ressources financières s'épuisent, l'attention médiatique diminue et le zèle initial pour le soutien inconditionnel peut s'éroder avec le temps. C'est précisément sur cette fatigue que la Russie parie. Elle espère que l'Occident finira par renoncer en raison du coût et de l'effort, laissant le pays attaqué affronter seul son destin. Les pourparlers de paix, bien que souhaités par de nombreuses parties, semblent lointains. Chaque camp campe sur ses positions, avec des exigences qui s'opposent fondamentalement. La Russie insiste sur la reconnaissance de ses gains territoriaux et la dénazification du pays attaqué, des termes inacceptables pour ce dernier. Le pays attaqué, de son côté, exige le retrait complet des troupes russes de son territoire, y compris la Crimée, et la restauration de ses frontières internationalement reconnues. Entre ces deux positions irréconciliables, il est difficile d'imaginer une résolution diplomatique rapide. L'implication de médiateurs internationaux pourrait être une voie, mais elle nécessite la bonne volonté des deux parties pour entamer des négociations substantielles. Les efforts actuels se concentrent davantage sur la tentative de minimiser les souffrances civiles et de maintenir ouverts des couloirs humanitaires, plutôt que sur des avancées diplomatiques majeures. La perspective d'un conflit gelé, similaire à d'autres conflits oubliés, est une possibilité alarmante, qui signifierait une instabilité persistante et une menace constante sur la région. Le rôle des informations satellitaires et des outils de renseignement a évolué de manière spectaculaire dans ce conflit. Les images satellites haute résolution permettent une surveillance en temps quasi réel des mouvements de troupes, des destructions et des déploiements logistiques. Ces informations sont partagées avec le pays attaqué par ses alliés, lui donnant un avantage précieux dans la planification de ses défenses et de ses contre-attaques. L'intelligence artificielle est également utilisée pour analyser d'énormes quantités de données, identifiant des schémas, prédisant les mouvements ennemis et aidant à la prise de décision sur le champ de bataille. Cependant, cette transparence accrue a aussi son revers. Les données en source ouverte, bien que utiles, peuvent aussi être manipulées à des fins de propagande par les deux parties, ajoutant à la complexité de la narration du conflit. Les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos sont devenus des théâtres de guerre à part entière, où des images de drones, des vidéos de combat et des témoignages sont diffusés à grande échelle, parfois avec peu de vérification. Cela rend le contrôle de l'information encore plus crucial. Les populations civiles, quant à elles, vivent au jour le jour, déchirées entre la peur et la résilience. Les bombardements constants ont forcé de nombreuses personnes à vivre dans des abris souterrains, souvent dépourvus de chauffage, d'eau courante ou d'électricité. Le traumatisme psychologique est immense, en particulier pour les enfants qui ont grandi avec le son des sirènes d'alerte aérienne et la vue de la destruction. Les services de santé mentale sont débordés face à l'ampleur des besoins. Malgré tout, la solidarité et l'entraide se manifestent. Des initiatives locales se mettent en place pour soutenir les personnes âgées, les familles déplacées et les plus vulnérables. Des bénévoles risquent leur vie pour livrer d'eux. La nourriture et des médicaments aux zones assiégées. Cette force collective est un pilier de la résistance du pays attaqué. Elle démontre que même face à une agression écrasante, l'esprit humain peut maintenir son intégrité et sa dignité.
Le coût humain de cette guerre ne se mesurera pas seulement en perte de vie, mais aussi en années de reconstruction des communautés et des âmes brisées. L'avenir post-conflit sera un défi colossal, quel que soit son dénouement. La reconstruction des villes et des infrastructures coûtera des centaines de milliards de dollars, une somme qui ne pourra être réunie sans une aide internationale massive et coordonnée. La gestion des traumatismes, la réintégration des soldats et des personnes déplacées et la restauration d'un tissu social déchiré prendront des décennies. La question de la justice pour les crimes de guerre et les violations des droits humains sera également primordiale, avec des tribunaux internationaux et des enquêtes en cours pour documenter les preuves. Pour l'Europe, ce conflit a forcé une réévaluation de sa politique de sécurité et de sa dépendance énergétique. La nécessité d'une défense européenne plus robuste et d'une diversification des sources d'énergie est devenue une priorité. Les relations avec la Russie ont été fondamentalement transformées, avec une ère de confrontation remplaçant des décennies de tentatives de rapprochement. Le monde est entré dans une nouvelle ère géopolitique, où les certitudes d'hier sont remises en question et où de nouvelles alliances se dessinent. Cette nuit d'août n'était qu'un chapitre de plus dans une histoire qui continue de s'écrire avec le sang et les larmes. Mais en quoi cette tactique d'usure change-t-elle la donne pour l'avenir de la région? Qu'est-ce que cela signifie pour la population civile, prise entre deux feux? Avez-vous des questions? Des commentaires? N'hésitez pas, votre avis est précieux. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez des analyses honnêtes, sans filtre. C'est votre protection contre les fausses nouvelles. Partagez ce vidéo si vous êtes d'accord avec notre analyse. Appuyez sur j'aime pour nous soutenir. Ne manquez pas nos prochaines analyses.